Avril 1939. Craignant que la politique d'expansion territoriale d'Adolf Hitler plonge le monde dans la guerre, le président américain Franklin Roosevelt envoie un télégramme au Führer. Roosevelt lui a demandé de ne pas envahir une longue liste de pays dans la décennie suivante. Hitler lui répond par le défi. Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Son discours est sous-tendu par des préjugés. Les États-Unis sont dégénérés. Roosevelt est un imbécile et son armée ne compte pas. Roosevelt veut tout simplement jauger Hitler. Est-il ce nouveau dirigeant dynamique qui essaie de reconstruire une Allemagne détruite par la Première Guerre mondiale ou prépare-t-il une guerre d'agression? Mais ce discours ne vise qu'à tourner en dérision les exigences de Roosevelt. Hitler explique à la radio qu'il a agrandi l'espace vital de l'Allemagne sans verser la moindre goutte de sang. Pourtant, 60 millions d'hommes perdront bientôt la vie à cause de lui. Hitler. Qui était l'homme derrière le monstre? Il y a tellement d'aspects de son histoire qui sont incohérents. Un adolescent solitaire, devenu héros national. C'était le Messie pour les Allemands. Comment y est-il parvenu? Tout ça était un numéro, un spectacle. Il est temps de percer les secrets de l'homme le plus haï de l'histoire. Adolf Hitler se voit comme un guide, dont la destinée est de restaurer la grandeur perdue de l'Allemagne. Cette foi inébranlable le conduira bientôt à plonger le monde dans une seconde guerre mondiale, durant 6 ans de carnage. En avril 1939, Hitler a pris le contrôle de la Tchécoslovaquie. Il célèbre l'événement par une cérémonie somptueuse pour son 50e anniversaire. La plus grande parade de l'histoire de l'Allemagne. Elle durera 5 heures. 50 000 soldats défilent devant 2 millions de personnes. Pendant la cérémonie en son honneur, Hitler se voit comme une figure messianique. Organiser des festivités pour son anniversaire était bien sûr un comportement classique de dictateur. C'est le triomphe de la volonté, mais aussi de son propre ego. L'interminable défilé n'est que le début des festivités. Des présents lui sont envoyés de toute l'Allemagne. Des cadeaux, de la nourriture, des bibelots et aussi des poèmes qui le dépeignent comme un grand leader, un héros. Les Allemands aiment Hitler parce qu'il a réussi à les débarrasser du traité de Versailles. Ce qui est un authentique exploit. Et tout cela sans risquer une nouvelle guerre mondiale. Les dignitaires du parti le couvrent également de présents. Des statues, des tableaux, des tapisseries. Himmler lui offre un portrait de son héros, Frédéric le Grand, et Göring une maquette hideuse et de très mauvais goût de la maison de l'art allemand. C'était à qui ferait le cadeau le plus somptueux.
Mais malgré toute cette adulation, Hitler n'est pas satisfait. Hitler se dit qu'il est le plus grand génie du siècle et qu'à 50 ans, il n'a pas encore accompli son chef-d'œuvre. Voilà pourquoi il est si pressé d'envahir d'autres pays. Il a le sentiment d'avoir un destin et qu'il doit l'accomplir au plus vite. L'ascension d'Hitler vers le pouvoir a été basée sur la manipulation de sa propre image et celle du parti nazi. Désormais, c'est l'image de l'Allemagne qu'il veut. Hitler veut transformer Berlin, la capitale de l'Allemagne, en une capitale de la planète. Il souhaite en faire la ville la plus puissante au monde. Elle doit dominer le monde. Il confie cette tâche monumentale à Albert Speer, son architecte en chef et l'un de ses rares amis proches. C'est le moment où le monde de l'architecture et le monde de la guerre se rapprochent. Le bureau d'Hitler, la nouvelle chancellerie du Reich, est un édifice qui montre comment Hitler met en scène son pouvoir vis-à-vis des diplomates étrangers. L'idée est de leur faire traverser une série de pièces. Avant d'arriver au cœur de la chancellerie, par un long couloir conçu sur le modèle de la Galerie des Glaces de Versailles. Et au milieu trône le bureau d'Hitler. Il leur faut donc effectuer cette longue marche avant d'arriver à l'endroit où ils sont accueillis, salués, puis autorisés à parler à Hitler. La nouvelle chancellerie du Reich n'est qu'un élément de la nouvelle capitale imaginée par le Führer, Germania. Une ville immense, capitale de la plus puissante des armées et du plus fort des peuples, dans une vision très raciale, là encore. Ces images privées, prises par le caméraman personnel d'Hitler, Walter Frenz, le montrent en train d'inspecter les plans de Speer. Il y a des maquettes de Germania et de tous les bâtiments de la chancellerie du Reich. Et après le dîner, il est comme un petit garçon avec son train électrique. Il se promène au milieu de ses maquettes et regarde à travers les petites fenêtres et sous les voûtes. Il s'imagine lui-même au cœur de l'utopie nazie qu'il espère bâtir un jour. En mai 1939, Hitler ne souhaite plus perdre de temps. Loin du regard de l'étranger, mais aussi de son peuple, il conçoit les plans qui lui permettront de récupérer les territoires qui, selon lui, appartiennent aux Allemands. L'invasion de la Pologne n'est pas négociable. Pour les nationalistes allemands, la Pologne est sacrée. Parce que de tous les territoires arrachés à l'Allemagne par le traité de Versailles, le plus cher à leur cœur est l'antique foyer du royaume de Prusse. Hitler doit le récupérer à tout prix, afin d'entrer dans l'histoire de l'Allemagne. Mais un obstacle de taille se dresse sur la route du Führer. Quand il apprend que les Britanniques ont signé un accord avec les Polonais visant à garantir leur indépendance, Hitler fait une véritable crise d'apoplexie. Il dit « Ils ne seront pas prêts d'oublier ce que je vais leur cuisiner ». Et l'ingrédient clé du plat qu'il prépare est une alliance avec le voisin oriental de la Pologne, l'Union soviétique. Pour ce faire, Hitler devra faire cause commune avec les communistes qu'il prétend détester. Mais les bénéfices stratégiques sont tels qu'il est prêt à passer outre. Les ministres des Affaires étrangères allemands et soviétiques, Joachim von Ribbentrop et Vyacheslav Molotov, se rencontrent pour conclure un pacte de non-agression entre les deux nations.
Le pacte germano-soviétique est un choc pour le monde entier, y compris pour certaines personnes dans l'entourage d'Hitler. Pour Staline, le gros avantage de ce pacte est bien sûr de tenir l'Allemagne à distance. Joseph Staline, un homme qui ne fait confiance à personne, décide de faire confiance à Hitler. La signature d'un pacte avec l'Union soviétique en août 1939 est un coup de maître d'Hitler. Avec l'accord de non-agression, il peut envisager sereinement l'invasion de la Pologne, sans craindre une guerre avec les soviétiques. Et selon la tradition consacrée, il se donne une claque sur les genoux et commande du champagne. En fait, il ne boit jamais une goutte d'alcool, mais il faut fêter ça. Les soviétiques ne savent pas qu'Hitler a un plan secret. Hitler est un maître tacticien. Il est incroyablement cynique, ne respecte aucune règle diplomatique et passe des accords qu'il n'a pas l'intention de respecter. Le Führer célèbre cet accord de paix alors qu'il est seulement à quelques jours de déclencher la guerre. Adolf Hitler est persuadé que son destin lui commande d'élargir l'espace vital des Allemands. Le 1er septembre 1939, il ordonne à la Wehrmacht d'envahir la Pologne. Le Führer est certain que la France et la Grande-Bretagne ne défendront pas les frontières polonaises. Il a dû s'asseoir à la table des négociations avec les Français et les Anglais pour discuter de la Tchécoslovaquie. Mais ensuite, il s'est dit « J'ai fait une erreur. Mes ennemis sont des Verts. C'était la dernière fois. » Hitler vient de faire une énorme erreur de calcul. Deux jours après l'invasion de la Pologne, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. La France suit moins de 6 heures plus tard. Hitler fait une terrible erreur de jugement. Il pense que le traité entre la Grande-Bretagne et la Pologne n'est qu'un coup de bluff des Anglais, et que ces derniers le laisseront envahir la Pologne. C'est un véritable choc pour Hitler quand l'Angleterre réagit comme elle le doit. Il est furieux. Il accuse les Britanniques de vouloir exterminer l'Allemagne. Une idée absurde, mais on voit bien là l'ampleur de sa colère. Les Britanniques ne sont pas les seuls qu'Hitler a mal jugés. Après l'invasion de la Pologne, les Allemands regardent leur Führer d'un autre œil. Ils commencent à percevoir chez lui un côté parieur. La plupart des Allemands se disent qu'il a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Les Allemands ne souhaitent pas la guerre. Pour eux, Hitler est l'homme qui a relancé l'économie et qui va leur apporter la paix, la prospérité et la sécurité. Ils ne veulent pas se retrouver plongés dans une nouvelle guerre mondiale. Mais c'est ce qu'Hitler compte leur offrir. Pour rassurer l'opinion publique, Hitler se rend sur la ligne de front polonaise. Officiellement, il est le commandant en chef des armées, et c'est ainsi qu'il veut qu'on le perçoive, pas comme un homme assis dans un bureau à Berlin. Il prend donc le train spécial du Führer, son train blindé, pour se rendre sur le front. À bord de ce train, Hitler est une sorte de touriste du champ de bataille. Il ne participe pas vraiment aux opérations. Il est là pour exploiter la gloire des victoires allemandes en tant que politicien. À son retour, il prend grand soin d'exhiber la poussière sur son pantalon, comme s'il redevenait ce soldat de première ligne de la Première Guerre mondiale. La Pologne est écrasée en un mois, puis partagée entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Le pacte de non-agression laisse toute liberté à Hitler de s'en prendre à un adversaire autrement plus coriace.
Hitler demande à l'état-major son avis sur l'invasion de la France. Il veut prendre les Français et les Anglais par surprise. Les Britanniques ne sont pas prêts de débarquer, c'est maintenant qu'il faut attaquer. Les militaires lui répondent que c'est impossible, qu'il faut faire une pause, se regrouper et se réorganiser. Les généraux allemands sont commandés par un homme qui ne comprend pas grand-chose de ce qu'il lui explique. Et cela crée une tension évidente. Les généraux d'Hitler étaient divisés sur la stratégie à adopter. Ils proposent au Führer deux options différentes pour envoyer des troupes en France. Certains proposent une approche conventionnelle, traverser la Belgique et attaquer la France par le nord. Mais d'autres suggèrent quelque chose de plus original. Ils veulent effectuer une percée entre les forces françaises au sud et les Britanniques au nord pour les couper en deux. C'est incroyablement audacieux. Cette approche originale séduit Hitler. Il n'est pas officier d'état-major, ni même officier tout court. Il ne connaît rien de la stratégie militaire. Mais le côté surprenant de la proposition le séduit. Hitler prend le pari. Ses divisions Panzer foncent à travers la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France. Des milliers de soldats britanniques doivent être évacués des plages de Dunkerque. Et en moins de 7 semaines, les Allemands remportent une victoire totale sur la France. Ces victoires convainquent Hitler de son infaillibilité et conduisent aussi les Allemands à se dire que cet homme est peut-être un génie. Les généraux allemands voient également leur Führer d'un œil nouveau. Eux aussi commencent à se dire qu'Hitler détient une sorte de pouvoir magique en matière de stratégie. Le Führer, en tout cas, en est persuadé. Hitler est convaincu d'être le seul artisan de la victoire sur la France. Sur ces images, prises à l'état-major de Belgique, il exprime cette conviction à ses généraux. On voit sur ces images un général avec un stylo. Hitler semble dire « Non, non, c'est ma victoire » et il prend le stylo des mains du général. Il exige la complète paternité de cette victoire. Regardez le port de tête sur cette photo. Hitler place sa tête sur la même ligne que le général, comme pour dire « C'est à moi ». La France conquise, Hitler a l'intention de prendre la plus éclatante des revanches. C'est avec un sens de la mise en scène et un désir de vengeance aiguisé comme jamais qu'il oblige les Français à signer l'armistice dans le wagon à Compiègne. Tout est chorégraphié pour imposer à la France une humiliation maximale. C'est un acte d'une incroyable portée symbolique. Les Allemands avaient signé l'armistice dans ce même wagon en 1918. Il a été ensuite entreposé dans un musée pendant 20 ans. Hitler l'en a fait sortir pour qu'il soit installé à l'endroit précis où la signature avait eu lieu. Voilà des années qu'Hitler rêve de cette revanche sur le traité de Versailles. Et il a l'intention de faire durer le plaisir. Il demande aux généraux français de s'asseoir dans le wagon. Et il les fait attendre. Et encore attendre. Il ne dit pas un mot pendant 10 minutes. Puis il sort pour laisser ses généraux leur lire les termes. C'est juste un papier à signer. La victoire d'Hitler est complète.
C'est le plus grand jour de sa carrière. Il a refait la Première Guerre, mais avec une issue différente cette fois. 2 jours plus tard, Hitler effectue son seul et unique voyage à Paris. Après la victoire sur la France, Hitler visite Paris en compagnie de 2 architectes, Albert Speer et Paul Giesler. À l'origine, pour punir les Français, il voulait détruire leur capitale. Mais il décide finalement qu'il vaut mieux surpasser la beauté de Paris plutôt que la détruire. Il veut éclipser la ville en créant sa propre capitale, Germania, qui sera encore plus magnifique. Il visite aussi le tombeau de Napoléon. Il ne fait pas ça par hasard, parce qu'il s'identifie aux hommes de cette trempe. Napoléon était un grand chef militaire qui avait conquis plusieurs pays. Et c'est comme ça qu'Hitler se voit. Hitler est certain que le retour du sauveur de l'Allemagne sera accueilli dans l'euphorie. Nanti du pouvoir suprême, il est prêt à ouvrir les portes de l'enfer. « 6 juillet 1940. 2 semaines après sa victoire éclair sur la France, Adolf Hitler revient à Berlin en héros conquérant. La scène est digne de la Rome impériale, du triomphe de César. Hitler est un empereur conquérant, une figure messianique. Les Allemands avaient accueilli la guerre avec une certaine anxiété, sans beaucoup d'enthousiasme. La victoire éclair sur la Pologne avait en partie balayé cette anxiété, mais là, il n'en reste plus rien. C'est la jubilation qui anime les foules quand Hitler rentre à Berlin. Peu d'hommes d'État ont connu un tel triomphe au XXe siècle. Il se nourrit de l'énergie que lui transmet la foule. Il se sent plus fort à chaque salut, à chaque bras tendu, à chaque pétale qui tombe à ses pieds. Tout ça fait de lui un demi-dieu. Arrêtons là. Regardez comme Hitler se penche au-dessus de la rambarde, comme s'il voulait se baigner dans la foule. Il se dit: je le mérite. J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là et j'y suis. Regardez Göring. Il a l'air de rire un peu jaune, comme s'il ne savait pas trop quoi penser. Il semble un peu tendu, il se demande comment se comporter. C'est la différence entre une personne à peu près normale et un mégalomane. « 10 juillet 1940. Hitler ordonne à Göring de tester les défenses du dernier ennemi de l'Allemagne, encore debout, la Grande-Bretagne. La Luftwaffe doit détruire ports et navires britanniques. « 9 jours après le début des bombardements, Hitler, confiant en sa propre destinée, fait une annonce audacieuse à Winston Churchill. Und Herr Churchill sollte mir dieses Mal vielleicht ausnahmsweise glauben, wenn ich als Prophet jetzt Folgendes ausspreche. Es wird dadurch ein großes Weltreich zerstört werden. Après la défaite de la France, Hitler se demande quoi faire de la Grande-Bretagne. Son rapport aux Britanniques est clairement schizophrène. Il les admire et en même temps il pense que la Grande-Bretagne est son principal ennemi et qu'il doit la détruire. In dieser Stunde fühle ich mich verpflichtet, vor meinem Gewissen noch einmal einen Appell an die Vernunft auch in England zu richten. Ich glaube, dies tun zu können, weil ich ja nicht als besiegt um etwas bitte, sondern als Sieger nur für die Vernunft spreche. Ce n'est pas une offre de paix. Il entr'ouvre seulement la porte. Venez vous asseoir à la table des négociations et on va pouvoir discuter. Ich sehe keinen Grund, der zur Fortführung dieses Kampfes zwingen könnte. Difficile de savoir ce qu'il a exactement en tête, mais sans grande surprise, l'Angleterre rejette son offre. Hitler comprend que la seule manière d'amener Churchill à la table des négociations, c'est la force. En août 1940, alors que la bataille d'Angleterre fait rage dans le ciel d'été,
Hitler se concentre sur un autre objectif. Malgré le pacte de non-agression, Hitler pense que le moment est venu d'attaquer l'Union soviétique. Face au refus des Anglais de négocier, il ne sait pas quoi faire. Staline commence à se faire pressant à l'Est, et il se dit qu'en envahissant rapidement l'Union soviétique, il pourra obtenir des ressources supplémentaires qui lui permettront de briser les Britanniques. Pour Hitler, l'invasion de l'Union soviétique est le moyen d'atteindre le but qu'il s'est fixé dans Mein Kampf, 16 ans plus tôt. La destruction du judéo-bolchevisme. Les Soviétiques et Hitler n'étaient pas destinés à être des partenaires à long terme, et encore moins des amis. Hitler considère alors que sa destinée est d'écraser le communisme et de bâtir un grand empire allemand à l'Est. Mars 1941. Malgré les frappes aériennes sur l'Angleterre et les plans d'invasion de l'URSS, Hitler est toujours obsédé par son image publique. Il invite la presse étrangère à réaliser un reportage sur sa vie de gentleman farmer bavarois. C'est une terrible ironie de voir qu'au moment même où Hitler planifie les pires atrocités contre les Juifs et que les camps de concentration tournent à plein régime en Allemagne, que la presse libre comme le New York Times fait de lui le magnifique portrait d'un brave homme, entouré de ses chiens et de ses amis, dans la campagne vallonnée du Berghof. Ça montre à quel point il a la folie des grandeurs. Il se croit capable de rallier à sa cause des pays qui lui sont en tout point hostiles. Alors qu'il prépare l'invasion de l'Union soviétique, le Führer accorde beaucoup d'importance au nom donné à l'opération. Une fois de plus, il s'inspire des héros de son enfance. À l'origine, les noms de code de l'invasion allemande en URSS étaient plutôt banals. Fritz et Otto. Hitler trouve que ce n'est pas assez symbolique. Alors il choisit Barbarossa, du nom de Frédéric Barberousse, l'empereur du Premier Reich. Les nazis exploitent à l'envi le mythe du combat incessant des Teutons contre les Slaves, avec l'idée que la nation allemande doit les soumettre pour garantir sa survie. 12 novembre 1940. Hitler organise une rencontre avec les Soviétiques, mais cette fois sur le sol allemand. Staline envoie son ministre des Affaires étrangères, Molotov, à Berlin. Pour lui, c'est l'occasion de renouveler le pacte de non-agression. Quant à Hitler, il veut surtout deviner ce que Staline a en tête. Le but est de rassurer les Soviétiques, en attendant le meilleur moment pour l'Allemagne nazie de lancer l'opération. Comme il se prend pour un grand tacticien, un grand joueur d'échecs, il se dit qu'il va berner Molotov. Hitler souhaite récupérer l'Europe de l'Est au détriment des Soviétiques. Il offre donc à Molotov des territoires de la couronne britannique en compensation. Il lui promet l'Inde, une possession britannique qu'il n'a même pas encore conquise. Mais en Vyacheslav Molotov, Hitler trouve un adversaire à sa mesure. Molotov est un dur et un redoutable négociateur. Il mitraille Hitler de questions embarrassantes. Ça n'arrête pas. Hitler a l'habitude d'être celui qui intimide, qui crie, qui pointe du doigt, qui terrorise ses interlocuteurs. Mais quand Molotov fait la même chose avec lui, il se met à trembler de colère, furieux de passer pour un idiot. Molotov s'en va en laissant de nombreuses questions en suspens. Mais heureusement pour le Führer, il ne soupçonne pas la guerre qui se prépare. Molotov est persuadé que les Allemands ne feront rien, que la Russie n'est pas en danger. En fait, Hitler l'a vraiment roulé dans la farine. Et d'ailleurs, il accélère les plans d'invasion peu après le départ de Molotov. Le grand dessein du Führer
de mettre sur pied un ordre nouveau en Europe, sous l'égide de la race aryenne et sur les rails. 11 mai 1941. Une journée magnifique qui va bientôt s'assombrir pour le maître de l'Allemagne. Il reçoit une lettre de son dauphin désigné, Rudolf Hess. Hess est l'un de ses comparses les plus fidèles. Mais c'est une personne assez pitoyable. Il est dépassé par les événements. Hitler commence à le mettre à l'écart, tandis que Hess décide de tout faire pour regagner l'affection du Führer. Il voit les choses en grand. Il veut impressionner Hitler. Hess écrit qu'il s'est envolé tout seul pour la Grande-Bretagne afin de négocier un accord de paix. Quand Hitler apprend que Hess vole vers l'Écosse, il entre dans une rage folle. Il est si en colère qu'il se met à hurler comme une bête. C'est une attitude récurrente dans sa vie. Quand les choses tournent mal, il craque. Il est horrifié par cette trahison personnelle, qui va en plus créer d'énormes problèmes politiques. Son plus proche camarade essaie de négocier la paix avec l'Angleterre. Y a-t-il une possibilité pour que Hess vende la mèche concernant l'invasion de la Russie? Jamais Hitler n'a subi un choc pareil. Après mûre réflexion, le Führer trouve ce qu'il pense être la bonne explication officielle. Rudolf Hess a perdu la tête. Si votre numéro 2 se lance dans une expédition aussi absurde, tout votre régime a l'air ridicule. Et c'est précisément le compte-rendu qu'en font les actualités quand Hess est fait prisonnier. And now the amazing story of Rudolf Hess, the Führer's deputy. What the inside story is behind this dramatic episode, we shall probably learn in due course. But on the general principle of Nazi leaders coming over here to give themselves up, the more the merrier. Hitler craint que l'histoire ne porte un coup fatal à sa crédibilité. C'est pour ça qu'il organise le plus vite possible une réunion avec les dignitaires du parti, pour réaffirmer son autorité et leur faire savoir que rien n'a changé. Après l'affaire Hess, Hitler convoque 70 hauts dignitaires et, dans un discours déchirant, leur demande de lui faire allégeance. C'est du chantage affectif. Hitler retient la leçon de l'affaire Hess, ne pas être trop proche des autres. Il ne désignera plus jamais de dauphin pour le Troisième Reich. Hitler supprime ce poste honorifique. Très progressivement, il fait en sorte que personne dans la hiérarchie du Reich ne l'aide à prendre ses décisions, ou même tout simplement ait une quelconque influence dans le processus de prise de décision. Ce qui, malheureusement, n'est pas forcément une bonne chose au milieu d'une guerre mondiale. Le stress provoqué par la crise ne fait qu'accentuer les problèmes de santé du Führer. Hitler souffre de nombreux problèmes médicaux qui l'affaiblissent depuis des années. Il a tous les symptômes du stress. Des insomnies, des maux d'estomac, un eczéma terrible. Tous ces troubles le poussent à rechercher un traitement médical. Il faut avoir conscience que nombre de ces problèmes sont sans doute imaginaires. Il est terriblement hypocondriaque. À force de hurler, il se retrouve avec des polypes sur les cordes vocales. Il se dit immédiatement que c'est un cancer. Ses deux parents sont morts plutôt jeunes et sa mère a succombé des suites d'un cancer. Durant la guerre, Hitler devient de plus en plus dépendant aux médicaments prescrits par le docteur Theodor Morell, son médecin personnel depuis 1936. Son entourage n'aime pas le docteur Morell. Il sent mauvais, il est sale, et d'emblée, on ne lui fait pas confiance. Hitler aboie. Je ne l'emploie pas pour son parfum, mais pour qu'il me soigne. Parmi ses nombreux problèmes chroniques,
Une affection des sinus pour laquelle Morel prescrit de la cocaïne. Morel lui prescrit ce qu'on appelle aujourd'hui une drogue dure. Cela explique sans doute ses états de rage soudaine et ses frustrations à chaque fois qu'il apprend une mauvaise nouvelle, à tel point que son état-major est presque terrifié de lui en annoncer. Son organisme n'est plus qu'un cocktail de substances variées qui interagissent étrangement pour produire un comportement de plus en plus étrange et psychotique. Mai 1941. Alors qu'il s'apprête à envahir l'Union soviétique, Hitler met en œuvre sa vendetta idéologique et raciale. Il transmet ses fameux ordres criminels aux forces armées. Le but de ces ordres est de protéger les soldats de toute poursuite légale s'ils abattent des civils, d'où l'appellation d'ordre criminel. Le but final pour Hitler est de régler le problème juif et le problème bolchevique, et les ordres criminels concernent ces deux groupes. Quelle distance extraordinaire entre Hitler ordonnant dans ses quartiers généraux qu'il faut être impitoyable avec les Russes et ces soldats allemands sur le front russe qui enferment des villageois dans des granges pour les brûler vifs. On voit à quel point il est détaché des implications morales de ce qu'il demande aux gens, c'est-à-dire le meurtre. Le meurtre de civils, le meurtre d'enfants aussi. Ça donne une idée de l'étendue de la dégradation morale d'Hitler en 1941. La veille de l'invasion de l'Union soviétique, Hitler est dans son appartement en compagnie d'Albert Speer. Il écoute l'une de ses musiques préférées, les préludes de Liszt. Il dit à Speer, « Écoute ça, Albert, parce que dorénavant, tu vas beaucoup l'entendre. Ce sera la musique du défilé qui célébrera notre victoire sur la Russie. Il est sûr de gagner. » 22 juin 1941. Adolf Hitler envoie 3 millions d'hommes envahir la Russie. Comme Napoléon avant lui, il a pris la décision de combattre sur 2 fronts pour la conquête de l'Europe. Il se croit invulnérable. Il voit l'invasion de l'URSS comme la nécessaire lutte finale entre le bien et le mal. La furie raciste du Führer se déchaîne aussi bien contre les soldats que contre les civils. Juifs, tziganes, slaves, bolcheviques, hommes, femmes et enfants sont massacrés par les SS au fur et à mesure que la Wehrmacht avance. Il est persuadé que le salut de la race aryenne passera par l'extermination des Juifs. À ce stade, il n'a aucun scrupule à les tuer par millions. Il vient de déclencher la plus grande campagne militaire que l'histoire a connue, qui fera des millions de morts. Or, Hitler aime toujours donner cette image de lui légèrement bohème. Il dit « Au lieu de faire cette guerre, je devrais visiter l'Italie. » C'est un homme de guerre, mais il a un côté délicat. Il est peintre. Tout ça est ridicule. Hitler a le goût de la guerre. Et il veut que les victoires allemandes soient accompagnées de sang. Novembre 1941. Des millions de soldats allemands avancent à travers les plaines russes. C'est la plus grande armée jamais mobilisée pour une campagne militaire. Adolf Hitler supervise les opérations depuis son nouveau quartier général, dissimulé dans les profondes forêts de Prusse orientale, la tanière du loup. Hitler se dit qu'il doit être un général présent sur le front, au contact de ses troupes, pour s'imprégner des réalités de la guerre.
Ce n'était pas un endroit très agréable, surtout pour Hitler avec ses problèmes de santé persistants et ses tendances hypocondriaques. Il se tuait la santé dans un endroit pareil. Ce n'était pas forcément une très bonne affectation. C'était isolé, infesté de moustiques, et il fallait supporter Hitler. Un des nombreux défauts d'Hitler est son incapacité à respecter un emploi du temps. C'est un problème permanent à la tanière du loup. Il y a un rapport de situation avant midi qui dure plusieurs heures, suivi d'un déjeuner, lui-même suivi d'un autre point. L'ennui s'installe parmi les officiers qui bâillent à pleines dents. À la tanière du loup, Hitler est vraiment insupportable. Toutes ses habitudes petites bourgeoises sont démultipliées. Il reste des heures à table à raconter des histoires, à parler de ses succès. Les gens le trouvent assommant. En plein milieu d'une discussion au sujet d'une offensive blindée sur le front russe, Hitler se met tout à coup à regarder au loin et à expliquer que la Crimée deviendra un lieu de villégiature pour les Allemands après la victoire. Et ensuite, il revient au sujet du jour. Mais son état-major, lui, a très bien pu aborder un autre sujet. L'organisation est un vrai cauchemar. Ces images privées, prises par son caméraman personnel, Walter Frenz, ne montrent rien de ses défaillances en tant que commandant en chef. Les généraux essayent de le contourner, de mener leurs propres opérations dans son dos. Il repousse la plupart des analyses qu'on lui propose à la fin de l'après-midi. Ensuite, il plonge son regard dans le vide, tout en prenant quelques mauvaises décisions. Il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe concrètement sur le front occidental, comme sur le front russe. 5 décembre 1941. Hitler boit un thé en regardant des films. Alors qu'après 5 mois, l'offensive contre l'URSS commence à s'essouffler. La contre-attaque de l'armée rouge oblige les Allemands à lever le siège de Moscou. C'est un homme qui pense pouvoir conquérir l'Union soviétique en quelques mois. Ce qui est absurde et complètement utopique. Le côté chaotique du commandement d'Hitler nuit aux performances militaires de l'Allemagne. 2 jours plus tard, les Japonais attaquent la flotte américaine à Pearl Harbor. Les Japonais attaquent la marine américaine. Les États-Unis sont forcés de s'engager en Extrême-Orient et cela donne à l'Allemagne la possibilité de gagner la guerre en Europe. Quand il apprend l'attaque de Pearl Harbor et qu'il comprend qu'il a un nouvel allié dans cette lutte mondiale, Hitler est euphorique. Quatre jours plus tard, Hitler fait un discours au Reichstag devant les chefs du parti et des diplomates italiens et japonais. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zum Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. Hitler déclare la guerre aux États-Unis. N'importe quel témoin sain d'esprit ne peut qu'être frappé par la nonchalance avec laquelle Hitler accueille l'entrée en guerre des États-Unis. Il s'en fiche royalement. À ce moment-là, il aurait pu rétorquer que les Américains soutenaient les Anglais de toute façon, que leur entrée en guerre était inévitable, alors mieux valait le faire à sa convenance. Si vous prenez vraiment les décisions, vous ne laissez pas les Américains vous déclarer la guerre, vous déclarez la guerre à l'Amérique. Hitler vit dans un monde imaginaire. Il ne se fourvoie pas seulement avec une arrogance monumentale. Il est aussi complètement paranoïaque. Et au premier rang de ses obsessions, l'idée que les Juifs sont responsables de tous ces malheurs. Pour Hitler, l'entrée en guerre des États-Unis n'est qu'un nouvel avatar de la conspiration juive internationale. Au travers des banques, des médias, de l'élite politique, tout le monde se ligue contre lui.
Bien sûr, comme dans toute conspiration, il y a un thème sous-jacent. Derrière toutes les menaces, à l'Est comme à l'Ouest, Hitler voit se profiler la sinistre figure du Juif. Hitler perd les pédales. Pour lui, tout cela est évident. Tandis que l'URSS se prépare à contre-attaquer, que les Anglais résistent et que les Américains se préparent à entrer en guerre, la victoire d'Hitler semble compromise. Mais le leader messianique promet toujours le triomphe. Pour lui, sa croisade idéologique vaut le sacrifice de millions de vies. C'est quelqu'un d'inhumain, quelqu'un qui est prêt à tout pour renforcer sa position, ainsi que celle de l'Allemagne. À ce moment-là, Hitler est décidé à entraîner tout le monde dans sa folie. Aucun retour en arrière n'est possible.